puis vous remercier de venir à cette conférence. Le thème sera les conditions et enjeux politiques de la souveraineté alimentaire, présenté par Maximilien Stober. Je vais d'abord commencer par vous parler de l'appel, et puis pour ensuite laisser la parole à Maximilien. Donc nous sommes l'association de permaculture estudiantine lausannoise. Nous sommes sur le campus depuis fin 2013 et nous avons un jardin en permaculture ici sur le campus. Et notre objectif, c'est de promouvoir la permaculture à toute la communauté de l'université, notamment par des ateliers, des journées de jardinage et d'autres activités sur notre jardin. Donc j'aimerais vous inviter samedi à une journée de jardinage, que nous commençons normalement, si je ne me trompe pas, à 10h du matin samedi, puis vous faites toute la journée diverses activités. Et puis, durant les vacances de Pâques, on fait la construction participative d'un cabanon. Donc vous êtes tous les bienvenus, avec grand plaisir, on a besoin de gens motivés, puis ça va être sympa. Et si vous voulez être plus au courant de ce qu'on fait au niveau de l'association, vous pouvez venir vers moi à la fin de la conférence, et je vous inscrirai sur la liste pour que vous receviez soit des mails précisant un peu plus nos activités et autres. Donc, nous faisons pas mal de cycles de conférences et cette fois-ci, c'est sur le thème de la résilience, problèmes et solutions. Et nous avons décidé d'apporter, dans un premier temps, la souveraineté alimentaire. Et puis pour ça, nous avons invité Maximilien Stober, qui est un assistant diplômé du Centre public, qui va nous présenter les conditions et enjeux politiques de la souveraineté alimentaire. Donc, je rappelle aussi que nous avons une initiative qui est en charge des signatures pour l'initiative d'unitaire sur la souveraineté alimentaire. Donc après la conférence, vous pouvez aller vers David, qui est juste là, pour vous informer un peu plus et si vous le souhaitez, signer l'initiative. Donc je crois que c'est tout. Et après la conférence, on bouge tous à la CAP et il y aura un petit apéro, on a préparé des choses à manger, à boire, puis on se retrouve pour discuter, quoi. Donc vous êtes les bienvenus. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Maxime. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais déjà remercier l'appel de m'avoir invité ce soir pour parler de ce sujet. Ils ont de très beaux jardins que je vous conseille d'aller voir, et notamment depuis peu en étang. On m'a parlé d'un étang qui est... Au fond de cœur. Voilà, alors un étang au fond de cœur, ça ne me convainc pas. Donc on m'a invité pour parler de la souveraineté alimentaire. Je suis doctorant à la faculté de droit et je fais ma thèse sur la sécurité alimentaire, du point de vue juridique, c'est-à-dire partant du principe que le système technique actuel n'est pas durable, ce que plus ou moins tout le monde admet. Partant aussi du principe que c'est le système juridique et politique qui détermine en bonne partie ce système technique, l'idée est de se demander comment réformer le système politique de telle manière que le système technique soit durable. Donc c'est vrai que le thème de la souveraineté alimentaire, en fait, à proprement parler, c'est pas un thème que je suis spécialisé. Mais ça a aussi des avantages, peut-être parce que je vais présenter la chose en me basant un peu peut-être juste sur des connaissances que j'ai de par mon thème de prédilection. J'espère un peu de bon sens. Et on va essayer de traiter la chose de manière relativement concise, de telle manière qu'on puisse ensuite discuter ensemble. Plutôt que je vous fasse une présentation magistrale, on va essayer de faire un peu plus interactif ensuite, avec une plus longue séance de questions. Alors, brièvement, le petit sommaire, donc je vais juste présenter la problématique, donner quelques définitions, c'est-à-dire présenter ce qu'est la souveraineté alimentaire et ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire avec quoi il ne faudrait peut-être pas la confondre. On va regarder ensuite une perspective politique. Je n'ai pas envie de parler trop des aspects techniques aujourd'hui. Et puis enfin, quelles sont les conditions dans la vie réelle pour que cette souveraineté puisse s'installer et quels sont les obstacles également à ça. Et puis évidemment, je conclue. Alors la problématique. Il faut savoir que le concept de souveraineté alimentaire, vraiment en tant que concept, n'est pas très vieux. Il date plus ou moins du sommet mondial de l'alimentation qui s'est tenu à Rome en 1996. À ce moment-là, on avait une toute jeune fédération d'associations internationales qui est la Filia Campesina. Et ce sommet était en fait en réaction à l'institution de l'OMC à l'époque. Et on peut le voir ici, la manière dont ils l'ont défini, à ce moment-là de manière encore très abstraite. Donc le droit international doit garantir le droit à l'alimentation en assurant que la souveraineté alimentaire est priorité sur les politiques macroéconomiques et la libéralisation commerciale. Donc on sent à ce moment-là que le thème est vraiment, si on veut, contre le libre-échange international. OMC, à l'époque et encore aujourd'hui, ce sont un ensemble de traités auxquels on adhère en bloc. C'est-à-dire on ne peut pas choisir certains volets et d'autres pas. La question de l'agriculture a toujours posé problème, plus ou moins pour tout le monde, y compris pour les grandes puissances exportatrices.
C'est censé être intégré aux accords comme d'autres marchandises. Déjà, on le qualifie de marchandise, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais dans ce cadre-là, on le fait comme ça. Et puis, ce sont des accords qu'on critique beaucoup, à juste titre, en bonne partie. La théorie du libre-échange veut que ça profite à tous les participants. À mon avis, c'est vrai dans la mesure où ce sont des participants égaux. Le libre-échange entre l'Angleterre et la France, par exemple, peut être au bénéfice des deux. Lorsque vous avez des pays qui sont dans de telles situations d'inégalité structurelle, économique, et même militaire, hein, ça joue un rôle comme on le verra, le libre-échange tente à plutôt ouvrir un canal, si on veut, hégémonique, pour permettre au plus fort, finalement, de profiter du plus fort. Il y a aussi des bons aspects dans ces traités qui méritent peut-être d'être signalés. C'est-à-dire que l'OMC lutte contre la subvention à l'exportation. Les subventions aux exportations sont une stratégie, en fait, des États industrialisés, qui sont généralement en situation de surproduction, notamment agricole, et donc ne veulent pas laisser leurs paysans dans la mise et subventionnent les exportations qui permettent de vendre sur des marchés locaux, donc des pays plus pauvres, à des pays à des prix inférieurs aux prix locaux. Donc les accords de l'OMC visent à lutter contre ça aussi. Donc il n'y a pas que des mauvais aspects. Et à mon avis, certains traités de libre-échange sont nettement pires. Je pense notamment au traité qui lie les États-Unis, le Canada et des pays d'Amérique latine. À mon avis, vu comme il est structuré, il est nettement plus nuisible. Et puis on a une nouvelle génération qui va arriver, vous en avez sûrement entendu parler, traités transpacifiques, transatlantiques, qui sont alors encore d'une toute autre portée. Néanmoins, donc, la souveraineté alimentaire est considérée comme atteinte par ce libre-échange. On a d'autres phénomènes. Vous avez entendu parler de l'accaparement des terres. Alors ça, c'est assez récent en réalité, sous la forme commerciale, c'est-à-dire qu'avant c'était un colonialisme militaire et politique. Aujourd'hui, on a plutôt une sorte de néocolonialisme commercial, pas vraiment du colonialisme dans le sens où il n'y a pas d'invasion, n'est-ce pas? Néanmoins, on a des sociétés privées internationales qui vont acheter, comme on peut le faire, des terrains dans des pays qui ne disposent peut-être pas des ressources suffisantes à la base eux-mêmes pour se nourrir. Et sur ce terrain, ils vont par exemple faire pousser des fleurs, qu'on va ensuite vendre à destination de l'Europe ou des États-Unis. Ça, évidemment, c'est un problème. C'est notamment un problème parce que certains pays n'ont pas un système de propriété privée à la base. Et donc, on a des gouvernements, si on veut, corrompus, et je pense notamment au cas de l'Éthiopie, qui vont, si on veut, créer dans l'espace juridique, qui est à la base un espace juridique coutumier, qui n'admet pas la propriété privée comme on l'entend, ils vont simplement chasser les peuples qui vivaient là depuis des siècles, et leur dire « Ah, mais vous n'êtes pas propriétaire ». Les autres diront « Mais on ne sait même pas ce que c'est, ça n'existe pas chez nous ». Et le gouvernement dira « Ah, mais maintenant, oui ». Et maintenant, c'est d'ailleurs eux, les propriétaires. Des Américains, des Anglais, des Indiens, des Chinois, typiquement, ce type de grande puissance. Enfin, peut-être de manière plus latente, plus sournoise, je dirais que la souveraineté alimentaire, on va voir ensuite ce que c'est plus dans le détail, est atteinte par l'emprise en général de l'agrobusiness sur les facteurs de production technique, économique, et sur la capacité de décision autonome des communautés et des États-nations. Alors on a vu, sous un angle assez abstrait, comment la souveraineté alimentaire avait été proposée en premier lieu. Il y a quelques années, en 2007 je crois, au Mali, une nouvelle délégation de plein d'ONG internationales, coordonnée de nouveau par la Via Campesina en bonne partie, a reformulé la chose, cette fois sous un angle plus complet et complexe. Donc la souveraineté alimentaire n'est pas seulement une protection, ou plutôt n'est pas seulement la victime du libre-échange, elle est la victime aussi des pratiques industrielles. Comme on le voit ici, donc, la souveraineté alimentaire comprend des méthodes de production écologiques. Elle comprend le rôle socio-économique des paysans plutôt que celui des administrateurs d'État ou des industriels. Elle défend les intérêts et l'intégration de la prochaine génération, donc perspective longue. Stratégie de résistance, ça c'est des termes aussi à connotation très militante si on veut. Et puis on voit à la fin implique de nouvelles relations sociales sans oppression et inégalité. Ça c'est intéressant. Ça a l'air d'être un peu du blabla comme ça, mais en fait j'y reviendrai à la fin sur ça. On voit d'après ce type de déclaration que c'est un concept qui a des dimensions techniques, c'est-à-dire souveraineté technique,
Dimension économique, c'est lié évidemment. Disons la souveraineté sur les facteurs de production en général. Souveraineté politique, bien entendu. Et puis souveraineté culturelle. Un peu plus subtil, mais je pense que cette dimension est présente aussi. Donc on a un concept total, si on veut. Et on a un concept complexe. Donc le réseau de conditions nécessaires à l'établir, si c'était l'idée, est complexe aussi. Alors définissons un peu mieux ce que ça veut dire, et là je vais commencer à poser des choses avec lesquelles on sera peut-être d'accord ou pas, et donc on pourra discuter à la fin. Il faut distinguer, à mon avis, la souveraineté alimentaire de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance alimentaire. Je vais peut-être commencer par la dernière. L'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept assez simple, contrairement aux autres. On se demande juste pour savoir si, par exemple, un État est autosuffisant, est-ce qu'il a les ressources nécessaires, par exemple, pour son alimentation, puisqu'on parle ici de l'alimentation. Et je dirais qu'on s'intéresse à ça, abstraction faite des échanges internationaux, c'est-à-dire est-ce que, dans le pays est autosuffisant. Je vois encore une distinction entre l'autosuffisance théorique et l'autosuffisance pratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pays qui ont une autosuffisance théorique, qui disposent des ressources nécessaires, mais peut-être qu'ils ne savent pas les exploiter de la bonne manière. Alors il n'y a pas une autosuffisance concrète en pratique. C'est finalement un concept assez simple à comprendre, très physique, disons. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus, pour moi, la sécurité alimentaire. Alors la sécurité alimentaire, c'est un concept plus ancien, défini par la FAO, qui place 4 volets, c'est-à-dire d'une part la disponibilité des aliments, c'est-à-dire leur existence dans un territoire donné, l'accès aux aliments généralisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement assez, mais tout le monde doit pouvoir y accéder, une utilisation adéquate. Là, on rentre dans les aspects un peu nutritionnels, c'est-à-dire qu'il faut s'alimenter correctement, en plus d'avoir assez. Et puis une stabilité dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez un système où la sécurité existe, un temps zéro si on veut, mais où on estime qu'au temps 1, par exemple, la volatilité des prix sera telle que la sécurité n'est plus assurée, alors il n'y a pas de sécurité. Donc là, on a un concept déjà un peu plus compliqué que celui de l'autosuffisance, parce qu'il admet déjà des échanges internationaux. On peut avoir un pays qui n'a pas d'autosuffisance physique, mais qui garantit, à l'aide des échanges, sa sécurité alimentaire. Et je pense qu'on a tous un exemple en tête, puisqu'on s'y trouve en ce moment. À mon avis, et on reviendra sur ça. Mais la souveraineté alimentaire, c'est pas ça. La souveraineté alimentaire, pour moi, implique 2 volets. L'indépendance d'un système agroalimentaire, c'est-à-dire le fait de ne pas être soumis à des influences externes, ou d'avoir le choix de ne pas y être soumis. Et puis l'autonomie d'un système agroalimentaire. C'est-à-dire non seulement vous n'êtes pas soumis aux autres, mais en plus vous êtes capable de faire tenir votre système vous-même. Alors la grande question qu'on se posera par la suite, c'est à quelle échelle est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que c'est à l'échelle régionale? Est-ce que c'est à l'échelle d'un État? Ou encore plus petit? Donc si on résume un peu ces 3 concepts, je vois la chose comme ça. On peut ne pas être d'accord, mais on peut avoir des ensembles comme ça et des situations où des pays ont une autosuffisance, mais pas les 2 autres. Ont la sécurité alimentaire, mais pas les 2 autres. Voire même ont la souveraineté alimentaire, mais ni d'autosuffisance, ni de sécurité alimentaire. On peut donner quelques exemples comme ça. Le Brésil, où il se situerait sur le diagramme, à votre avis? De mon point de vue, on a ici un pays qui a clairement une autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qui dispose des ressources suffisantes pour nourrir sa population. Est-ce que pour autant il y a une sécurité alimentaire? Pas vraiment. C'est-à-dire que certaines couches de la population sont clairement dépossédées. On a des paysans sans terre, vous connaissez certainement ces mouvements, des gens qui pourtant auraient accès à la nourriture si la structure de l'État le permettait, mais en réalité ce n'est pas le cas. Donc on a des gens qui ont faim, donc pas de sécurité alimentaire. Souveraineté alimentaire, ça se discute, c'est déjà une grande puissance, ça fait partie de ce qu'on appelle les pays émergents. Le Brésil ne se laisse pas forcément imposer facilement par d'autres pays. Il subit néanmoins, je pense, l'influence assez claire de multinationales qui siègent dans d'autres. Donc ce n'est pas une souveraineté alimentaire très claire ici. Et cela, autre exemple. Alors, autosuffisance alimentaire, certains. Sécurité alimentaire, presque, je
dirais. Il y a encore des gens qui ont faim aux États-Unis aujourd'hui, peut-être même plus qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc la sécurité alimentaire n'est pas totale, mais disons c'est quand même dans la bonne portion du monde, hein, ça c'est évident. Et souveraineté alimentaire, alors si eux ne l'ont pas, je me demande bien qui. C'est-à-dire qu'ils l'ont à tel point qu'ils vont en imposer aux autres et leur dire ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Et on verra ça ensuite. Donc c'est un exemple aussi qu'on peut voir. Et cela. Autant dire que les Palestiniens n'ont ni d'autosuffisance alimentaire, puisqu'ils n'ont pas accès à leurs propres ressources en bonne partie, pas de sécurité alimentaire, en bonne partie, puisque malgré le rationnement qui est effectué, vous pouvez être sûr, notamment à Gaza peut-être, ailleurs c'est un peu différent, mais à Gaza vous pouvez être sûr que des gens ont faim. Et souveraineté alimentaire, certainement pas, hein, puisque ce n'est même pas reconnu comme un État par la majorité des partenaires commerciaux de l'État hôte, si on veut. Ça c'est encore une autre situation, et puis j'arrête de vous embêter avec ces cas pratiques, c'est mon vieux réflexe d'assistant peut-être, mais en Suisse, qu'est-ce qu'on est? Alors, autosuffisance, certainement pas. C'est-à-dire qu'on importe aujourd'hui 50% des calories nécessaires à notre alimentation. Même si on voulait, je pense qu'on ne pourrait pas atteindre l'autosuffisance, même en réduisant la quantité de viande, etc. On est juste un pays trop petit, trop concentré, avec trop de montagnes. À mon avis, on peut prouver peut-être la chose, enfin, je sais pas. À mon avis, on ne l'a pas. Sécurité alimentaire totale. S'il y a bien un pays dans le monde qui a atteint la sécurité alimentaire, c'est la Suisse. Pas pour rien que c'est un des pays les plus riches du monde. Souveraineté alimentaire, ça se discute. Je dirais que c'est compliqué, mais on y reviendra après. Donc on a dit dimension technique, économique, politique et culturelle. J'ai parlé de l'indépendance. Il faut une indépendance dans toutes ces dimensions pour avoir la souveraineté alimentaire. Je dirais que c'est un élément négatif. C'est-à-dire non-soumission aux impérialismes techniques, économiques, politiques et culturels. On est indépendant dès le moment où les autres ne peuvent pas nous imposer quelque chose. Évidemment, le pendant positif de ça, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que les autres ne peuvent pas vous l'imposer parce que vous êtes capable de le faire vous-même. Et ça, c'est important. Donc on a une capacité d'autodétermination politique, économique, technique et culturelle. On verra ensuite ce que ça veut dire plus précisément. Évidemment, le corollaire de ça, quand on réclame la souveraineté alimentaire, c'est de s'abstenir de nuire à celle des autres. C'est-à-dire de s'abstenir de tout comportement hégémonique, sachant qu'on peut définir ça également par une hégémonie technique, qui s'exprime peut-être de manière assez, encore une fois, je vais utiliser ce terme, sournoise. Donc, pas de comportement hégémonique dans les dimensions politiques et économiques, c'est-à-dire reconnaître l'indépendance d'autrui, et également pas de comportement hégémonique dans les dimensions techniques et culturelles, c'est-à-dire leur reconnaître une culture valable en soi, qui est peut-être contraire à la nôtre, et des paradigmes de production qui sont peut-être différents, et reconnaître que ceux-ci valent aussi bien que les nôtres. Alors, avant d'aller un peu plus avant dans le concept, il a été reconnu institutionnellement, c'est assez récent. On a d'une part l'IAASTD, je ne pourrais plus vous dire exactement quels sont, de quoi c'est une abréviation, mais en gros c'est un énorme rapport de 700 pages mis en place par certains organismes de l'ONU, en particulier la Banque mondiale et l'OMS, qui parle de la souveraineté alimentaire comme de quelque chose qui existe, c'est déjà bien, de reconnaître son existence, et puis qui la définit, qui reprend en fait assez fidèlement ce qu'en ont dit les ONG. En Suisse, qu'est-ce qu'on a? Alors la souveraineté alimentaire, depuis une année à peu près, est entrée dans la Constitution, dans la loi sur l'agriculture. Donc depuis le 1er janvier 2014, la loi sur l'agriculture en Suisse mentionne le respect des principes de la souveraineté alimentaire. Il faut quand même savoir que, sauf erreur, c'est un article qui a été, c'est un alinéa qui a été introduit à la suite d'une initiative parlementaire. Le Conseil fédéral estime que c'est une notion vide à l'heure actuelle, c'est-à-dire que la souveraineté alimentaire, ces principes sont déjà respectés. Elle était déjà en Suisse avant l'introduction de cet article. On verra, et ça a été mentionné avant, qu'on a une initiative populaire maintenant pour faire entrer la chose dans la Constitution de manière beaucoup plus précise, paradoxalement. On en reparlera à la fin. Alors maintenant, dans une perspective un peu politique, on a parlé de tous ces facteurs, justement politiques, économiques et tout ça, et j'ai posé la question, à quelle échelle? À quelle échelle est-ce qu'on doit avoir
l'indépendance et l'autonomie. Je vais simplifier. Ça me paraît essentiel d'avoir l'indépendance et l'autonomie des États-nations, entre eux. Mais c'est pas tout. Il ne suffit pas qu'un État-nation soit souverain du point de vue de l'alimentation. Pour que le concept soit respecté dans son essence tel qu'il a été posé à la base, je pense qu'au niveau interne de l'État, il faut encore ça. Il faut que toutes les communautés soient souveraines, et la définition de la communauté est large, tant dans sa substance, si on veut, qu'est-ce qu'une communauté? Est-ce que c'est des communautés politiques, ethniques ou autres? Ça va dépendre des pays, c'est vrai. Mais que toutes les communautés soient souveraines sur leur alimentation. On ne veut pas se trouver dans la situation du Brésil, où certaines classes sociales sont dépossédées, par exemple. Alors, au niveau international, j'ai dit souveraineté des États, l'un par rapport à l'autre. Les uns par rapport aux autres. Également, aujourd'hui, un peu plus subtil, souveraineté des États relativement aux sociétés privées. Je pense que c'est inutile de préciser qu'aujourd'hui, l'influence de certaines sociétés privées est énorme. Elle contrebalance en bonne partie l'influence des États, notamment à travers les traités de libre-échange. Elles sont généralement défendues et portées en avant par les États chez qui elles payent des impôts, si on veut être un peu dans le cynisme. Donc ces sociétés privées ont par contre, par le phénomène du lobbyisme, une influence aujourd'hui très forte. Donc les États doivent être indépendants les uns des autres et des sociétés privées assez puissantes pour représenter une menace. En ce sens, la souveraineté alimentaire est liée au principe de la souveraineté en général, c'est-à-dire, pour faire très simple, le pouvoir de dire oui ou non vis-à-vis de l'étranger. On a quelques variables, si on veut, pour mesurer la souveraineté d'un État. Tout bêtement, déjà, la puissance militaire. Un État sans aucune puissance militaire ne peut pas se faire respecter des autres, c'est-à-dire qu'il sera nécessairement un protecteur. À partir de là, vous ne décidez plus rien. Puissance économique, très important. Si vous êtes faible économiquement, vous vous en laisserez imposer aussi. Habileté diplomatique. Il n'y a pas que la force, si on veut. Si on est intelligent, ça peut fonctionner. Et puis finalement, je dirais jeu d'alliance. J'ai séparé ça du dernier poste parce que le jeu d'alliance n'est pas nécessairement dirigé uniquement par l'adresse des pays, mais également par leur situation. La Suisse profite beaucoup de sa situation. Elle est théoriquement neutre, elle se trouve en réalité au cœur d'une alliance extrêmement forte. Disons, c'est pas son intelligence qui l'y a placée. Et ça, ce sont vraiment des variables pour, si on veut, évaluer la souveraineté des États, c'est-à-dire leur capacité à se faire respecter. J'ai une vision peut-être très, très dure de la réalité, c'est vrai. Encore une fois, on pourra peut-être en parler, mais je pense vraiment qu'ici, on est dans des questions de rapport de force. Maintenant, est-ce que la souveraineté alimentaire est réalisée si un État X est indépendant et autonome? Comme je l'ai annoncé, je ne pense pas. C'est-à-dire que le concept de base allait plus loin que ça. On veut une souveraineté alimentaire à l'interne également. Le problème étant qu'on a généralement des disparités au sein de certains États. Alors au niveau interne, là on va rentrer dans le... Comment est-ce qu'on respecte la souveraineté alimentaire? Eh bien il faut une égalité juridique des citoyens déjà. Ça paraît bête, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait certains individus, pour une raison ou pour une autre, qui soient privilégiés, qui aient plus de force que d'autres. Politique, je dis bien. Et puis des communautés. Il faut que les communautés soient représentées en tant que communautés. Ça, c'est une chose. Et dans certains pays en particulier, l'aspect communautaire est nettement plus important qu'en Suisse. C'est pas si on pense encore une fois à l'Amérique latine, c'est vrai que les communautés indigènes, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant les colons, ont un certain mal à se faire respecter comme communauté sur un pied d'égalité avec les descendants des colons. Évidemment, les libertés individuelles, donc une égalité déjà, mais des libertés aussi. C'est-à-dire, en gros, une indépendance et une autonomie des citoyens et des communautés vis-à-vis de l'appareil gouvernemental central, si on veut, et industriel.
C'est très idéaliste, hein, mais c'est là-dedans qu'on va. Donc ça, c'est au niveau interne. Variable. Alors ça, c'est peut-être un point de vue très suisse. Je dirais que le degré de démocratie est important, c'est-à-dire pas simplement des bureaucraties qu'on a autour de nous, mais un véritable pouvoir du citoyen. Autrement dit, une égalité et une liberté individuelle. Puis le degré de décentralisation politique. Si vous avez un pouvoir très concentré, les solutions tendront à ne pas tenir compte des réalités du terrain. C'est quelque chose qui s'observe assez facilement. Donc là, il faut une égalité, une liberté des communautés territoriales, ethniques ou autres. Ce que j'appelle un degré de captation ou redistribution des richesses. Sans aller dans le communisme, il faut, si vous supprimez en partie les inégalités économiques naturelles, si on veut, c'est-à-dire celles qui se créent sans aucune contrainte légale, vous empêchez les systèmes de domination en partie. Degré de savoir-faire technique aussi, évidemment. C'est-à-dire pour échapper à l'emprise de l'appareil industriel, il faut avoir quelque chose en soi qui nous permet de le faire. Donc il faut un savoir-faire. Puis je dirais enfin un facteur culturel. Et ça, on y reviendra peut-être ensuite. Donc là, on est vraiment dans la théorie, on est un peu dans le violon, si on veut. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Comment on met ça en place? Alors on va simplement reprendre ces différents éléments. Quelles sont les conditions, autrement dit, et quels sont les obstacles dans la vraie vie? Au déploiement, à la mise en œuvre d'un tel concept. Comme j'ai dit pour moi, la souveraineté alimentaire doit être réalisée sur le point de vue national et sur le point de vue international et interne. Autrement dit, vous pouvez avoir une superstructure à l'interne, très démocratique, décentralisée, tout ce que vous voulez. Si votre gouvernement est la proie de gouvernements étrangers, de sociétés privées étrangères, vous n'avez pas de souveraineté alimentaire. A l'inverse, vous pouvez avoir un État tout à fait fort et indépendant et qui aura des structures créatrices d'inégalités telles que la souveraineté alimentaire ne sera pas respectée non plus. Donc il faut ces deux volets. Je le vois comme un concept total, du moins en théorie. Alors si on reprend un peu ce qu'on a vu avant, du point de vue international, on a dit souveraineté politique, puissance et ou adresse suffisante, et ou jeu d'alliance opportun. De telle manière qu'on n'a pas d'ingérence des puissances étrangères dans notre système alimentaire. Un des grands volets là-dedans, pour moi, c'est la capacité de négocier et de renégocier des traités commerciaux. Et un exemple tout simple. Les traités de l'OMC ont été négociés à la dure. Issus du GATT, vous connaissez ça. Mais il faut savoir certaines choses. L'inclusion, par exemple, de traités sur la propriété intellectuelle, qui sont largement dénoncés aujourd'hui parce qu'ils permettent justement à certains pays de pénétrer techniquement et d'imposer techniquement certains choix à d'autres pays qui, à la base, n'étaient pas des partisans de ces modèles. Alors il faut savoir que l'inclusion de telles normes dans les accords de l'OMC a été faite sous la menace économique. C'est-à-dire que beaucoup de pays s'y opposaient, et les pays occidentaux en général, et spécialement les États-Unis, ont menacé de représailles économiques ceux qui n'obtempéraient pas, ceux qui refusaient de signer. Tout le monde a signé. La plupart de ces pays ne peuvent pas se permettre d'avoir un embargo américain. Et donc là, on voit bien que la souveraineté politique est une condition essentielle. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous êtes faible et d'autres vous imposent simplement leurs termes. Toujours au niveau international, souveraineté économique. Il faut déjà avoir et disposer des ressources naturelles de base. On entre ici dans le concept de l'autosuffisance. Si vous n'avez pas l'autosuffisance, vous ne serez jamais souverain. Jamais complètement, du moins. Il faut des infrastructures, de telle manière à exploiter ces ressources de manière intelligente et durable. Important aussi, il faut un contrôle sur la politique monétaire. De nombreux pays dans le monde, et on ne le sait peut-être pas forcément, n'ont pas de contrôle sur leur politique monétaire. Je ne parle pas ici forcément de l'Europe, de l'Union européenne, mais on a encore pas mal de pays d'Afrique où la France gère une bonne partie des devises. Alors si vous n'avez pas le contrôle sur vos propres devises, vous n'avez pas le contrôle économique, tout simplement. Maintenant, du point de vue interne, je mets souveraineté entre guillemets ici. Il faut une souveraineté technique. Encore une fois, localement, des ressources matérielles et du savoir-faire en suffisance. Pas de domination d'une caste industrielle, sinon pas de souveraineté.
Et puis je vous rends attentif peut-être à quelque chose. On parle souvent d'une technique, disons qu'on évoque souvent la technique comme étant un phénomène neutre. Autrement dit, le nucléaire est neutre. Vous pouvez en faire des centrales ou des bombes. C'est les hommes qui font ça. C'est comme les pistolets ne vont tuer personne, comme disent les Américains. Ce sont les humains qui font ça. Je ne suis pas d'accord. Les techniques ne sont pas neutres, dans une dimension bien particulière. Je vais faire un anglicisme, je m'excuse, ce sera le seul. On a des techniques qui, par essence, sont intensives en capital, et d'autres qui sont intensives en savoir, si on veut. Une technique intensive en capital demandera des structures très importantes, des investisseurs, des banques et tout ça, parce que sinon elles ne peuvent même pas émerger. Exemple, si vous voulez aujourd'hui créer une variété transgénique et développer ensuite cette variété, quelles que soient vos intentions, il vous faudra en compte entre 20 et 50 millions pour la recherche et le développement. Pour ça, vous devez vous lier avec des investisseurs. Quelles que soient vos idées, vous devrez le faire. Alors c'est une technique qui n'est pas neutre parce qu'elle implique des structures centralisatrices de la production et du savoir, si on veut. À l'inverse, vous avez des techniques, d'ailleurs, tout aussi avancées, si on veut, qui ne demandent que du savoir-faire, si on veut, et peut-être quelques outils de base. Et dans l'agriculture, aujourd'hui, on a des exemples, et peut-être que l'association qui m'a gentiment invité aujourd'hui en est un bon, c'est-à-dire une technique en réalité avancée et subtile, mais qui ne demande pas un capital très important, du moins pas en comparaison à ce qu'on a dit avant. Donc la technique n'est pas neutre, elle détermine les structures aussi. Alors il faut déjà d'une part avoir des techniques décentralisatrices, je pense. Souveraineté politique, bon, on a dit démocratie, décentralisation et liberté par rapport au pouvoir public. Ça peut s'exprimer comme une décentralisation comme on a en Suisse, je pense. On pourrait imaginer que la politique agricole suisse revienne au canton, par exemple. Pourquoi pas? Il n'y a pas de nécessité de la traiter au niveau de la Confédération. Et il y a quelque chose de très important dans la souveraineté politique, pour moi, c'est qu'on ait une paysannerie forte. Une paysannerie bien formée, qui a confiance en elle, qui soit reconnue par le public aussi, pas comme simplement des péouses, mais des gens qui sont complètement intégrés, si on veut, à la société et qui travaillent pour elle. Le problème, aujourd'hui, étant que c'est une profession qui est mise sous pression de manière extrême et déconsidérée en bonne partie. Et puis je reviens sur ma souveraineté économique, donc pas de disparité majeure pour avoir la souveraineté alimentaire. Des ressources matérielles locales suffisantes, c'est-à-dire que les communautés même à l'intérieur des États doivent disposer du savoir-faire et des ressources physiques. Puis la liberté de commercer entre ces communautés aussi. Il faut un système de libre-échange dans un État qui est protecteur des communautés et des citoyens. Bon, tout ce que j'ai dit là, effectivement, c'est bien joli. On est en train de parler d'un monde où tout le monde est égal, libre, etc. J'ai présenté ici la souveraineté alimentaire totale, c'est-à-dire, et je réfléchis un peu, comme pour la sécurité alimentaire, s'il manque un de ces éléments, vous n'avez pas la souveraineté alimentaire. Si par exemple, dans le cadre de la sécurité alimentaire, il vous manque la stabilité dans le temps, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Dans ce même sens, la Suisse, qui remplit peut-être la majorité de ces critères, mais n'est pas autosuffisante, n'est pas souveraine, parce que simplement, elle est dépendante des importations. Évidemment, en vrai, et c'est là ce que j'appellerais des obstacles, cette souveraineté alimentaire totale, donc, est extrêmement difficile à atteindre. Et je dirais qu'on a des obstacles nécessaires et des obstacles contingents. Les obstacles nécessaires sont finalement ceux contre lesquels on ne peut rien faire. Et les obstacles contingents sont ceux qui existent, mais pourraient ne pas exister. Alors, qu'est-ce qu'on a comme obstacle nécessaire? Il y a celui que j'ai cité, tout simplement. Le degré d'autosuffisance. Si votre pays n'a pas les ressources nécessaires pour nourrir sa population, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes soumis à une nécessité d'importer. Dès le moment où vous devez importer, les autres peuvent vous imposer des conditions. C'est tout simple. Et à mon avis, contre ça, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on a un autre obstacle nécessaire? Là, on parle vraiment du point de vue de la production. On peut parler du point de vue de la consommation. Est-ce que la poussée démographique est un obstacle à la souveraineté alimentaire? Autrement dit, on entend souvent, et c'est généralement un argument avancé en dernier recours par
si on veut, le système de l'agro-business. Ils nous disent, on se rend bien compte que notre système est écologiquement difficile, sanitairement nuisible, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien produire assez d'aliments pour tout le monde. Et on sera 9 milliards en 2050, donc il faut augmenter la production. Est-ce que donc cette poussée démographique est un obstacle nécessaire à la souveraineté alimentaire, dans le sens où elle impose cette production industrielle, et donc une non-souveraineté technique des populations en général? Ça, c'est une grande question. À mon avis, la réponse est très simple. Non. Les techniques agroécologiques, et je ne vais pas les mentionner toutes parce qu'elles sont diverses par essence, sont aujourd'hui plus productives et plus efficientes que l'agriculture industrielle. Ça peut paraître étonnant quand on ne sait pas exactement ce que veut dire productif et efficient, comme généralement les industriels. C'est-à-dire qu'ils vont dire la production a augmenté, donc c'est plus productif. C'est pas ça. Ces techniques-là demandent, elles produisent plus, c'est sûr, mais elles demandent beaucoup plus d'intrants proportionnellement à ce qui sort. Ce sont donc des techniques moins productives. Aujourd'hui, vous avez des techniques tout à fait avancées qui permettent de produire autant au niveau de la productivité globale, c'est-à-dire de la productivité qui comprend le travail humain, la surface, l'énergie, etc., etc. Deuxièmement, encore aujourd'hui, on a 30 à 40% des aliments qui sont gaspillés dans le monde. Pourquoi vouloir produire plus alors qu'il y a déjà tellement de gaspillage et de pertes? Et c'est le cas dans tous les pays plus ou moins, en moyenne. C'est-à-dire que vous avez des pays, entre guillemets, peu développés, qui vont surtout perdre beaucoup de nourriture parce qu'ils ne disposent peut-être pas des moyens de la stocker, etc. En Suisse, ce ne sera pas des pertes, évidemment, ou moins, mais du gaspillage. C'est-à-dire que les grands réseaux de distribution vont sélectionner les aliments qu'ils souhaitent et les autres seront donnés aux bêtes, si on veut. Et surtout, en fait, je crois que le plus grand poste de gaspillage en Suisse, c'est simplement le consommateur final qui va jeter une part très importante de la nourriture qu'il achète. Donc, mieux vaut réduire les pertes avant de commencer à vouloir augmenter la production. Et finalement, ça va encore une fois de soi, la réduction de la consommation de viande et d'agrocarburants permettrait de diminuer la pression sur la production actuelle. Donc non, la poussée démographique n'est pas un obstacle nécessaire. Qu'est-ce qu'on a comme obstacle contingent, c'est-à-dire des obstacles qui existent mais qui pourraient ne pas exister? Je dirais qu'on a les phénomènes climatiques. C'est un obstacle contingent un peu particulier, parce que finalement, alors on ne sait pas ce qui va arriver ni quand ni où, donc c'est pas nécessaire, ça peut arriver. Et ça implique en fait, pour beaucoup de pays, une quasi-nécessité d'avoir des relations commerciales. Vous ne savez pas qui va être frappé par la sécheresse, des inondations ou autres, vous devez avoir des réseaux commerciaux. En revanche, c'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le prévoir, il n'y a pas de contrôle humain sur ça, donc on peut en parler. Au contraire, on a maintenant des obstacles contingents. Là, ça me fait presque mal d'en venir à ça, parce que ça va être un peu... ça va sembler un peu bête. La balance des relations internationales est un obstacle contingent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que des États en imposent à d'autres, vous oubliez la souveraineté alimentaire pour ces autres. On peut simplement penser au conflit. Ma mère... Enfin, la famille du côté de ma mère viennent de pays du Proche-Orient où on connaît la guerre depuis 50 ans. J'aime autant vous dire quand vous parlez aux gens de ces pays que quand vous leur parlez de l'économie, de la politique, de projets collectifs, ils rigolent. Leur pays, tous les 5-6 ans, est dévasté par des conflits civils ou militaires internationaux. Comment est-ce que vous voulez même penser à créer une structure stable dans ce genre de cas? Alors, je ne dis pas qu'on peut éliminer les guerres, je dis juste que c'est un obstacle tout à fait clair à la souveraineté alimentaire. Les rapports de force économiques aussi. Comme on a dit avant, on a très souvent des termes inégaux dans les traités internationaux. Les pays les plus forts vont réussir simplement à imposer leurs termes. Par exemple, ok, on signe ce traité avec vous. Par contre, il faut savoir que vous allez faciliter l'investissement de certaines de nos entreprises. Donc ça ouvre la voie à une forme d'impérialisme commercial et technique. C'est un obstacle qui pourrait ne pas être là, mais qui est là, en général. On a des inerties historiques, ça c'est important à dire, je pense. Encore aujourd'hui, vous avez ce que j'ai appelé ici les fantômes du colonialisme. C'est-à-dire vous avez des résidus du colonialisme et des structures coloniales, notamment en Amérique latine. Ces grandes exploitations, les haciendas, etc., sont des résidus d'une époque où les colons
avaient des esclaves, où les colons exploitaient des gens sur Terre, et une fois que l'esclavage a été aboli en partie, les structures sont restées telles quelles. On a encore ces choses qui sont là et qui traînent dans l'esprit des gens. Il faut le dire, on a des cultures qui sont traditionnellement inégalitaires. Je ne pense pas nécessairement à des cultures où on a un système de castes défini formellement, mais par exemple, en Europe, vous voyez, autour de nous, c'est pas étonnant que la plupart des pays ne soient pas démocratiques. Je veux dire, on ne se débarrasse pas de 1000 ans de féodalisme en une petite révolution. Petite ou grande, je ne sais pas. À mon avis, ici encore, si vous regardez par exemple en France, on a un pouvoir centralisé avec des chefs qui sont, bon, je suis un peu mal de dire ça maintenant, mais des leaders relativement charismatiques, relativement, à l'heure actuelle. Mais vous avez quand même ce système de chefs qui est extrêmement fort. Les gens ne font pas confiance au petit peuple en général, ils ne vont pas voter pour des postiers, mais toujours pour des énarques ou des avocats. Je pense qu'on est ici encore dans une inertie historique. C'est un obstacle qui pourrait ne pas être là, mais qui est encore. Et finalement, on a des paradigmes civilisationnels. Typiquement, dans l'Occident, on a cette vieille idée de domination de la nature. Comment est-ce qu'on contrôle chaque paramètre de notre environnement pour éviter les catastrophes, pour éviter d'avoir faim, et pendant très longtemps, on peut comprendre que les gens aient souhaité ça. Le problème, c'est que la domination de la nature est, si on veut, le paradigme fondateur de la science analytique, qui va chercher à connaître les paramètres individuellement et à les contrôler. Alors ça, qui c'est qui fait ça typiquement? C'est la grande industrie. Donc on a, si on veut, cette vieille idée au fond de nous, on veut tout contrôler, et ceux qui sont le mieux à même de le faire, il faut dire, c'est les États en général et les industries de type bien développées et bien capitalisées. Pour atteindre une souveraineté alimentaire totale, alors on ne peut rien faire si on veut contre les obstacles nécessaires, mais il s'agirait au moins de vaincre les obstacles contingents, qui sont largement d'origine humaine, à part les phénomènes climatiques. Alors, est-ce qu'on est dans l'utopie? Ça dépend de ce qu'on entend par là, je dirais. Première chose, la souveraineté alimentaire n'est pas nouvelle. Je dirais que c'est l'état naturel d'à peu près tous les peuples prémodernes. Et j'entends par prémoderne, c'est-à-dire pré-structure impériale ou nationale. Les tribus, en général, et je pense pas nécessairement aux tribus d'Amérique du Nord ou de Mongolie ou autres, mais également les tribus germaniques ou celtes, vous pouvez être certains. Alors ils se faisaient la guerre, c'est vrai, par contre, ils avaient la main sur leurs facteurs de production. Il n'y avait probablement quasiment pas d'impérialisme technique ou culturel. Une fois que les empires sont arrivés, c'était différent. Mais si on veut, c'est l'état de base de plein de ces peuples, dont certains existent encore. Donc utopie, disons qu'aujourd'hui c'est certainement difficile à atteindre dans notre monde, mais c'est pas en soi une utopie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, est-ce que c'est une utopie dans le sens où c'est une situation parfaite et idéale? Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Souveraineté alimentaire ne veut pas dire que les gens ont assez à manger. Ils peuvent avoir le contrôle sur tout leur système peut être assez foireux. Et on a des exemples historiques. Vous connaissez certainement celui-ci. On avait ici un peuple qui a vécu sur une île pendant quelques siècles. Au XVIIIe siècle, je crois, quand les Anglais ou les Espagnols sont arrivés, il n'y avait plus que 4000 personnes. Plus d'arbres, et les gens étaient en carence alimentaire violente. Aiguë, pardon. Vous pouvez être certain que sur une île isolée au milieu du Pacifique, ces gens avaient la souveraineté alimentaire. C'était en plus un modèle tribal, donc pas trop de disparités, pas trop de rôles sociaux différents. Et pourtant, ces gens ont fini par avoir un système tellement écologiquement désastreux que la sécurité alimentaire n'était pas garantie. En ce sens-là, on n'est pas dans une utopie avec la souveraineté alimentaire non plus, on n'est pas dans une utopie de résultat, puisque le résultat n'est pas nécessairement idéal. Pour dire encore un truc bateau, la souveraineté doit être liée à la sécurité alimentaire. Ça paraît évident, mais il faut quand même le dire. J'ai bientôt fini. Donc j'ai parlé de cette souveraineté, j'en ai parlé comme d'un concept total. Évidemment, on ne parle pas maintenant de supprimer les guerres, de supprimer les rapports de force économiques, etc. On peut dire que c'est des conditions nécessaires. De là à dire que c'est faisable, c'est une autre question. En pratique, on a plutôt un principe cardinal, c'est-à-dire un principe vers lequel on se dirige.
Si on reprend l'exemple de la Suisse, on va un peu boucler la boucle avec ça. Je dirais qu'on a un pays qui ne peut pas être souverain, d'une part parce qu'il ne dispose pas des ressources physiques. On a un pays qui ne peut pas être souverain parce qu'il est aussi trop petit et situé au cœur, si on veut, d'une zone où les conflits politiques sont, disons, potentiellement assez importants. On a en revanche peut-être un des pays qui a la plus jolie structure démocratique et fédérale, c'est-à-dire qu'à l'interne, c'est assez bien respecté. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on a actuellement? Certainement qu'on peut faire mieux. On a cette initiative qui a été évoquée, qui a été lancée par le syndicat paysan unitaire, qui fait partie du réseau Via Campesina. Je ne peux pas reproduire tout le texte qui est trop long, mais en gros, ce texte dit la chose suivante. Tu veux ajouter un article 104C à la Constitution fédérale. Cet article vise la préservation des sols, autrement dit le maintien des ressources naturelles. Elles sont peut-être faibles en Suisse, mais on veut les maintenir. Première chose. La liberté des échanges de semences. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Peut-être que certains étaient là la semaine passée, j'ai donné une conférence sur ce sujet en particulier, que je connais d'ailleurs mieux que celui qu'on est en train de traiter maintenant. Mais en gros, la maîtrise sur les facteurs de production par les paysans. Dans la même veine, une interdiction définitive, cette fois-ci, des OGM. Dans l'idée justement que c'est une technique par essence centralisatrice. Des mesures protectionnistes, autrement dit une contradiction aux accords de l'OMC, difficile à faire passer en Suisse, mais c'est ça qui est proposé. Renoncement aux subventions à l'exportation, et finalement mesures socio-professionnelles, je dirais, c'est-à-dire le maintien d'une paysannerie, ou plutôt la revitalisation de la paysannerie qui, il faut bien le dire, est moribonde dans notre pays. C'est-à-dire que vous avez des gens dépressifs qui ont l'impression de ne plus avoir la main sur leur propre métier, et c'est un problème assez grave, je pense, pour ces gens. Cette initiative, à mon avis, est tout à fait bonne, elle va dans le bon sens. À mon avis, elle a très peu de chances de passer aussi, mais c'est une autre question. Et ça montre quand même un pays comme le nôtre, qui s'approche finalement, en comparaison internationale, d'une situation de souveraineté alimentaire, ça demande des efforts extrêmement importants pour faire même un petit pas en avant. Même avec ça, on n'aurait pas une souveraineté alimentaire totale, on s'en approcherait un peu, mais vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer des résistances énormes si vous essayez de la promouvoir. Je dirais que l'appareil en place que vous avez en face de vous est extrêmement fort, bien organisé et depuis longtemps. J'en arrive à la conclusion. Je dirais que la souveraineté alimentaire n'est pas un phénomène souverain. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène, et ça c'est ressorti peut-être de ce que j'ai dit, n'est pas un phénomène qu'on peut analyser de manière isolée. Il dépend d'énormément de facteurs externes. Autrement dit, seul un changement majeur et multidimensionnel permettra à la souveraineté alimentaire d'émerger. Si vous n'avez pas un changement politique majeur, mais même si vous n'avez pas un changement paradigmatique, si les fondements même de notre pensée ne changent pas, vous n'atteindrez pas la souveraineté alimentaire. C'est triste à dire, mais c'est mon avis. Et on peut ne pas être d'accord, mais c'est mon avis. Réciproquement, ça veut aussi dire que si on a un changement majeur, qu'il soit accidentel ou dirigé, la souveraineté alimentaire pourrait alors s'installer sans même qu'on en parle, sans même qu'on y touche directement. Et ça m'amène donc à ma conclusion, qui est un peu bête, mais c'est finalement tout ce que j'en tire. C'est-à-dire que militer pour la souveraineté alimentaire n'est pas possible juste en soi. Militer pour la souveraineté alimentaire implique de militer pour l'institution d'un nouveau système total. C'est l'évidence qui m'est apparue au terme de ma réflexion. Reste la question, quel système exactement, et comment le mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie, et puis